fait de la non-compréhension et la volonté de comprendre. Que ce soit en 1805 ou en 1809-10, Schleiermacher ne part pas de la compréhension, mais du fait de la non-compréhension. L'herméneutique repose sur le fait de la non-compréhension du discours. Cette formulation est bien évidemment beaucoup plus radicale que celle de l'erreur de compréhension qu'on rencontre souvent et qui peut passer pour un degré inférieur de la compréhension. D'après les notes marginales de 1832-33 se rapportant au paragraphe 14 de la loi Régé de 1819 sur l'herméneutique, Schleiermacher distingue en fait trois stades. La pure non-compréhension, l'erreur de compréhension et la compréhension intégrale. Ce qui est visé, c'est la compréhension intégrale. Personne ne peut censé tenir à la pure non-compréhension. La compréhension intégrale doit donc résulter du fait qu'on a correctement résolu la tâche. Cette compréhension intégrale, transparence de la pensée elle-même, puisque la pensée individuelle y trouve son adéquation avec l'essence de la pensée, n'est autre que l'esprit pensant qui se découvre peu à peu lui-même. Dans le dialogue ou la communication authentique, on trouve une dimension essentielle de la communion ou communauté, parce que c'est l'autre que je comprends en saisissant ces expressions. C'est dans ce sens que l'herméneutique s'inscrit dans une communauté de communication, présuppose une communauté de la langue. Mais, et c'est là chez Schleiermacher une constante qui va jusqu'à fonder la légitimité de la prétention à la généralité de l'herméneutique. La volonté de comprendre n'est pas éveillée par l'erreur de compréhension, pour deux raisons. D'abord parce que l'erreur de compréhension n'a de sens que dans la perspective d'une volonté de comprendre. L'incompréhensible ne peut apparaître que si je veux comprendre. C'est donc bien la volonté de comprendre qui est à l'origine de la conscience de l'erreur de compréhension. Ensuite, parce que la conscience de l'erreur de compréhension ne permet pas de localiser l'origine, et donc l'essence de l'erreur, ni par conséquent d'y remédier. L'erreur peut résulter de négligences bien antérieures, et la prise de conscience de cette erreur de compréhension ne garantit aucune performance herméneutique. Théoriquement inconsistante, une telle approche est aussi pratiquement inopérante, ce qui explique que la pratique laxiste de l'herméneutique soit inefficace. En effet, la compréhension exacte implique que l'on prenne même ce qui est le plus facile comme pouvant détenir la clé de difficultés ultérieures. Ou en 1809, l'opération de l'herméneutique ne doit pas seulement commencer là où la compréhension devient incertaine, car d'habitude, lorsque la compréhension devient incertaine, c'est qu'elle a déjà été négligée plus tôt. Et même dès 1805, de l'importante étendue de l'erreur de la compréhension en tout domaine. Des passages difficiles dans une langue connue ne surgissent que parce qu'on n'a pas non plus bien compris ce qui était facile. Et dès le troisième aphorisme, Schleiermacher distingue deux maximes opposées en matière de compréhension. Je comprends tout ce qu'à ce que je me heurte, jusqu'à ce que je me heurte à une contradiction ou un non-sens, ce qui permet de prendre conscience de la non-compréhension et de la volonté de comprendre. Je ne comprends rien dont je ne saisisse la nécessité et que je ne puisse construire. Cette dernière maxime est celle de l'herméneutique de Schleiermacher. Son rôle méthodologique est capital. D'entrée de jeu, l'herméneutique est une manifestation de la volonté de comprendre, de la bonne volonté de comprendre. C'est pourquoi l'opération de l'herméneutique doit commencer dès les premiers débuts de l'entreprise, consistant à vouloir comprendre un discours. On ne saurait trop insister sur le rôle fondamental du vouloir comprendre, qui seul permet de rendre compte que l'herméneutique repose sur le fait de la non-compréhension du discours. En effet, la non-compréhension n'est pas une réalité, une donnée, car si elle était totale, alors on ne saurait pas comment y rattacher la compréhension. La non-compréhension est méthodique. Vouloir comprendre un discours, c'est faire d'emblée comme si je ne le comprenais pas. En ce sens, il n'est peut-être pas inutile de rappeler une fois encore la distinction faite par Kant entre datum et factum. La non-compréhension n'est pas simplement donnée à celui qui reçoit un discours. Elle est une réalité produite, une Tatsache, au sens qui lui donne Schleiermacher, qui voit une Sache der Tat. C'est au nom de cette activité que la tâche de l'herméneutique est reconstruction en sa nécessité de la combinaison des pensées. Il n'y a donc pas de compréhension immédiate en herméneutique. Même si Schleiermacher concède alors que nous ne sommes pas toujours impliqués dans des opérations herméneutiques, ce qui imite son universalité. Il est en effet indéniable qu'il y a une compréhension immédiate, non herméneutique.
Perception et compréhension semblent y coïncider, et c'est là notre expérience quotidienne. Certes, cette expérience est difficile, puisqu'elle est caractérisée par le fait même que nous n'y prêtons pas attention, ce qui est sa condition de possibilité. Cette même inattention fait que nous sommes également parfois pris dans des activités proprement herméneutiques, sans nous en rendre compte. D'une manière plus générale encore, il semble difficile d'affirmer que la méthode herméneutique, telle que Schamaer veut la fonder, soit à proprement parler indispensable à la compréhension. Une méthode herméneutique ne semble pas incontournable, puisqu'au dire même de Schamaer, elle n'a avant lui pas vu le jour. Et ce n'est pas la simple prétention des philosophes, pas enclins à établir cette théorie herméneutique, parce qu'ils veulent rarement comprendre, mais croient en revanche devoir eux-mêmes être nécessairement compris. Même la compréhension ordinaire et pratique n'était pas inexistante avant Schleiermacher. Il faut donc bien voir que l'intérêt de l'herméneutique générale de Schleiermacher est un intérêt théorique qui s'inscrit au plan de la réflexion. Mais dès l'instant où elle est réfléchie, la compréhension immédiate a un statut herméneutique. Il faut la cultiver, par exemple dans la lecture cursive, car elle seule nous met en présence de la compréhension nécessaire à toute compréhension. Cette lecture cursive répond au principe de la compréhension du détail à partir du tout et doit être corrigée continuellement. C'est là le rôle des préfaces, des sommaires, des tables de matière, des vues d'ensemble. Schleiermacher précise que même lorsque ces auxiliaires de la compréhension font défaut, qu'on n'a que le livre devant soi, alors même la tendance paraissant d'ordinaire plutôt condamnable, consistant à feuilleter le livre avant de s'y attacher sérieusement, peut être d'une grande utilité pour celui qui a de la chance ou de l'adresse. Mais la précompréhension change en ce cas de nature, puisqu'elle est alors affectée d'un indice hypothétique, éclairé par la lumière de la conscience de son caractère provisoire. Comme compréhension immédiate, elle est un instrument du comprendre, qui n'a de rôle herméneutique que par la réflexion. C'est pourquoi, en dépit de la réalité de la compréhension ordinaire, il faut dire simplement qu'il y a certaines choses qu'on veut comprendre avec précision et d'autres pas. La pratique plus rigoureuse part du fait que la compréhension erronée se présente spontanément et que la compréhension doit être voulue et recherchée point par point. La non-compréhension s'inscrit donc bel et bien dans une méthode. C'est dans cette optique que Schleiermacher donne des directives pratiques dans son application au Nouveau Testament. Conseil aux débutants: consultez souvent le double dictionnaire de la langue grecque et de la langue hellénistique. Même là où rien ne nous y pousse, pour dès le départ tenir à distance toute habitude qui procède sans art. Mais pas plus que l'erreur de compréhension, la non-compréhension ne saurait à elle seule justifier la nécessité de l'herméneutique. Car la non-compréhension, elle aussi, n'a de sens qu'à la condition de vouloir comprendre. Prendre conscience que je ne comprends pas, c'est prendre conscience que je voulais comprendre. Et on trouve ici présupposé dans l'herméneutique et à son fondement une caractéristique éthique de la tendance à la communauté, à la communication de soi, à la compréhension d'autrui, bref, un besoin de la raison. Ici aussi, et pas seulement pour ce qui est du schématisme, dont nous parlerons plus tard, il y a beaucoup à apprendre de l'opération herméneutique des enfants, puisqu'ils manifestent la volonté de comprendre. Cette présence de la raison sous forme de tendance et simultanément avec une réceptivité initiale, ce que Schleiermacher appellera en 1814 le premier point fixe de la conscience. Et la raison comme tendance est un autre nom pour Schleiermacher de la volonté déterminée ici par la décision de comprendre. Cette volonté originelle et volonté d'effectuation de la raison, volonté éthique, qui présuppose que le discours ait été construit afin de pouvoir être reconstruit par autrui. Pas de discours sans volonté de communication et donc d'être compris. Nous touchons ici à un aspect central qui permet de mettre en évidence la spécificité de l'herméneutique de Schleiermacher. Le discours qui est objet de l'herméneutique est en effet le discours qui a une teneur conceptuelle, c'est-à-dire qui rend possible l'échange, la transmission du sens. Comprendre ne suppose donc pas simplement une volonté éthique de comprendre, ou pour user des termes de Karl Otto Appel, une norme du mieux comprendre, ou l'idéal normatif de l'intercompréhension, mais également de la part de celui qui discourt une volonté de communiquer, c'est-à-dire d'être compris. Le discours authentique est une volonté d'être compris. Discourir tout comme comprendre est ce mouvement où, partant de soi, on se dirige vers l'autre. On suppose donc une véritable communauté éthique. En 1805, Schleiermacher note, au regard d'un passage difficile du Nouveau Testament:
La prise en compte nécessaire dans tous les styles de la part de celui qui discourt, de la combinaison des pensées et de la compréhension des auditeurs doit être aussi bien respectée dans le Nouveau Testament que n'importe où ailleurs. Rien ne peut avoir voulu être dit de façon à ce que les auditeurs n'auraient à rien pu le comprendre. C'est moi qui souligne. Mais même si tous les genres ne tiennent pas compte de la même manière du public auquel ils s'adressent, on doit tenir compte de la mesure dans laquelle le sujet nous invite à penser à un public déterminé ou pas. À chaque mot, l'écrivain pense bien à un certain public et se trouve plus ou moins en dialogue avec lui. C'est donc que même les éléments les plus individuels du style ont une facture intersubjective, eux qui semblent par leur individualité même y échapper. C'est là ce que Schleiermacher appelle la dominance du thème. Le thème est ce que celui qui discourt veut produire chez ceux pour lesquels il expose. En 1819, le thème est défini comme le principe qui meut celui qui écrit. Bref, ce qui anime l'auteur, c'est la production de la compréhension chez son interlocuteur. La dialectique de 1822 est sur ce point éloquente. Pour toute nouvelle représentation, l'écrivain doit réfléchir à ce que ses lecteurs, au point de vue desquels il doit se transposer, diront de ses conceptions, quelles objections ils pourront faire, et il doit ainsi être dans un dialogue constant avec son lecteur supposé. C'est qu'on ne peut jamais correctement penser sans s'efforcer d'être compris. Même s'il arrive que l'auteur veuille cacher son but, qu'il le dissimule, pour échapper par exemple à l'accusation d'irréligiosité, une raison à la dissimulation du but doit pouvoir être trouvée. Et même si de fait celui qui discourt se met rarement entièrement à la place de celui qui écoute, cela ne tient pas tellement pour Schleiermacher à ce que celui qui discourt veut ignorer celui qui écoute, parce que cela fait partie de son but, mais plutôt au fait que sa connaissance de celui qui écoute n'est pas suffisante pour assurer la transparence de la communication. Il croit au contraire que certaines choses doivent être parfaitement claires pour l'auditeur, alors qu'elles ne le sont que pour lui. Même en ce cas, son discours est en fonction des lecteurs, ce qui ne simplifie pas la tâche de l'herméneutique pour autant, car comment savoir à quel lecteur songeait l'auteur? Plus même, un auteur n'a pas toujours en vue la totalité de son public, ce dernier étant variable. L'éthique de la communication supposée par l'herméneutique est donc une éthique de la communauté, mais la communauté de communication n'a que le rôle d'une idée régulatrice. En elle devrait se réaliser une compréhension intégrale, absolue, où expression et discours des sujets, et par suite, les individus à l'origine de ces discours également seraient intégralement saisis et reconnus dans l'intersubjectivité. S'il s'agit là d'un paradis proche peut-être de celui dont rêvait Schleiermacher en 1800 dans les monologues, il n'est pas pour Schleiermacher de ce monde. La dialectique le confirmera, la non-compréhension jamais ne se résoudra intégralement. Qu'à cela ne tienne, l'importance de l'herméneutique est d'abord, dans une perspective philosophique, de montrer que l'individu se réalise moralement comme personne dans la seule communauté où il cherche avec les autres à comprendre. L'individualité se réalise comme expression de soi, comme individuation et dépassement de cette individuation. Qu'il vise la transparence sans être assuré de son règne. C'est là la condition constitutive de son individualité qu'il faut gérer, fût-ce religieusement. Une téléologie de la compréhension. On perçoit dès lors plus aisément que l'éthique philosophique sera le véritable complément de la généralisation de l'herméneutique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un télos de l'herméneutique, qui n'est autre que sa finalité éthique. Ce télos est présent dès les premières ébauches, puisqu'il s'agit toujours de comprendre un esprit linguistique générateur, un esprit productif, un esprit linguistique formateur. D'une manière générale, l'interprétation est identifiée à la genèse de l'esprit lui-même, à travers la description de l'acquisition du langage par l'enfant. L'ontogénèse devient le modèle de la phylogénèse de l'humanité. Dès l'exposé de 1819, l'assimilation du discours au développement de l'esprit, non seulement individuel, mais général et clairement énoncé. Non seulement discourir est la médiation en vue de la communauté du penser, laquelle n'est réalisée que par l'herméneutique, mais l'individu est un esprit en développement constant, et c'est l'esprit qui est à l'origine du discours. C'est dans l'esprit que se trouve le fondement de toute influence de l'individu sur la langue. La langue participe ainsi à la réalisation du tout.
C'est le discours prononcé à l'Académie en 1829 qui formule le plus clairement la téléologie de la compréhension. Partant de la compréhension dans l'enfance et de ses progrès aussi secrets que titanesques, Schleimacher décrit la dimension historique de l'affaire de la compréhension et de l'interprétation. Il s'agit d'un tout permanent, se développant progressivement. C'est l'esprit pensant qui se découvre peu à peu lui-même. De telles propositions ne seront pleinement intelligibles que rapportées à la perspective éthique. L'esprit se découvre et se trouve lui-même en devenant pour lui-même objectif de sorte à pouvoir se comprendre. L'exigence d'un tel moyen, une objectivation qui rend possible la prise de conscience de soi, témoigne de la nécessité philosophique de l'herméneutique. L'esprit ne se découvre qu'après son aliénation. Il n'est pour usurper un vocabulaire hegelien en soi et pour soi qu'après avoir été pour soi. On retrouvera cette nécessaire objectivation plus tard dans l'anthropologie spéciale qu'est la psychologie, où le développement de la conscience de soi est parallèle à l'acquisition du langage. L'individualité et la conscience de soi se manifestent dans le pouvoir de dire « je », qui dit « je » se situe dans un langage auquel d'autres participent et inscrit donc son individualité dans l'intersubjectivité. Voilà qui explique la singulière limitation de l'herméneutique dans le temps même où elle devient générale dans une perspective philosophique. Ces quelques réflexions sur la finalité de l'herméneutique peuvent être complétées par des remarques que nous trouvons dans le discours sur les différentes méthodes du traduire, prononcé à l'Académie de Berlin en 1813. Ce discours n'est pas seulement intéressant dans la mesure où il est une réflexion sur la pratique de traduction de Schleimacher, mais me semble-t-il d'abord et avant tout parce qu'il date de la période où l'éthique, l'herméneutique et la dialectique trouvent chez Schleimacher, et avec les impulsions de l'idéalisme et de la philosophie de l'identité, leur principale forme. L'effectuation de la raison est déterminée par la constitution de l'individuel. L'individualité qui veut être comprise appelle l'herméneutique. L'art de traduire, la traduction, est d'identifier ou penser comme équivalente à l'interprétation ou au comprendre. Très tôt, Schleiermacher avait pris conscience du fait que la distance creusée par l'histoire nous mène inexorablement à traduire après peu de temps nos discours dans notre propre langue, dès qu'ils nous sont devenus étrangers. Et même plus, la constitution individuelle du discours fait qu'ils nous sont toujours étrangers, et cela même lorsque nous en sommes l'auteur. Lorsque l'écrivain devient son propre lecteur, il se met au même rang que les autres, et un autre peut-être meilleur lecteur que lui. Il n'y a guère que les philosophes qui ne comprennent pas la modestie de l'herméneutique, mais croient posséder les principes d'un savoir absolu, qui essaie rarement de comprendre, mais nous le disions, croit nécessairement et naturellement devoir être compris, et manque finalement la constitution individuelle du discours. Nous ne nous comprenons souvent pas nous-mêmes. Bref, la traduction devient aussi un cas particulier de l'herméneutique. Partant de cette détermination, il peut être essentiel de dégager les motivations de l'activité de traduire, puisque par extension, elles seront décisives pour comprendre l'herméneutique. Le problème de la traduction ressurgira tout naturellement dans la dialectique, lorsqu'il sera question d'établir le savoir, puisqu'un tel savoir ne peut se réaliser que dans une langue inévitablement particulière. Toute langue est en tant que nationale, individuelle, et selon son irrationalité qui tient à ce qu'elle ne peut être réduite à la raison, une et identique, intraduisible ou intransposable. L'éthique affirme que la différence dans les langues est non seulement dans le ton, mais encore dans la signification. Chaque langue est un système particulier de concepts, de manières de combiner. Cette distinction dans la manière de combiner fait dire à Schleiermacher, dans la dialectique de 1814, qu'il ne peut y avoir de savoir identique dans deux langues différentes, et ce même pour ce qui est de principes aussi abstraits que A égale A. Nous reviendrons dans notre analyse de la dialectique sur la justification de cette pensée. Pour l'instant, contentons-nous de noter que toute traduction, par essence, doit être respect de l'étranger, étant elle-même un comportement éthique. Dans l'herméneutique, cela signifie que comprendre est la compréhension des autres, qui, par leur altérité même, jamais ne peuvent se dissoudre intégralement dans celui qui comprend. Jamais on ne comprend sans respect et considération de l'altérité de l'autre, et donc sans réceptivité à l'autre, car seul le respect de cette altérité m'assure de ne pas croire avoir déjà définitivement compris avant l'effort du travail herméneutique. Le
sujet est irrespect, assimilation abusive. Comprendre en sa dimension herméneutique et donc reconnaissance de l'autre dans une communauté qui est la prémisse de la possibilité même de comprendre. Car en effet, si ce qui est à comprendre était entièrement étranger à celui qui doit comprendre et qu'il n'y avait rien de commun entre les deux, alors il n'y aurait pas non plus de point permettant d'y rattacher la compréhension. Le sentiment pour l'étranger n'a de sens que joint à la possibilité d'une communauté, c'est-à-dire d'un commerce, d'un échange avec lui. Et tout échange externe est conditionné par des traductions, note marginale à l'éthique datant de 1816. Au regard du langage, l'individu est dans la même situation que toute langue nationale par rapport à l'universel de la raison. La dialectique de 1814 est à cet égard éloquente. L'irrationalité des individus ne peut être compensée que par l'unité de la langue, et l'irrationalité de la langue que par l'unité de la raison. En reconnaissant l'autre comme pouvant être compris, ou comme étant digne d'être compris, je le reconnais en tant qu'être de raison. C'est là ce que nous retrouverons dans l'éthique, toute tendance à l'individualité doublée par une tendance à la communauté, ce qui est repris dans l'herméneutique de 1819. La particularité nationale et la tendance à la communication universelle vont partout ensemble, par conséquent, aussi dans la langue. Cet horizon de la raison, voilà l'éthos de l'herméneutique. C'est ainsi qu'il devient concevable que la compréhension d'œuvres étrangères soit une circonstance connue et souhaitable. Cette compréhension, en effet, contribue à un cosmopolitisme fondé dans l'unité supposée de la raison et qui s'inscrit dans le développement général de l'esprit. Être alors citoyen du monde est redevable à l'éthique et à sa téléologie de la raison. Et c'est ainsi que le philosophe, par exemple, qui vise expressément cette unité, est en tant que tel cosmopolite. Ce qui ne signifiait pas, bien entendu, qu'une langue universelle soit possible, ou même souhaitable.